Cet après-midi-là, à 80 milles nautiques au sud du détroit d'Ormuz, le commandant du USS Harry S. Truman, un porte-avions à propulsion nucléaire déplaçant plus de 100 000 tonnes, reçoit une transmission qui n'avait pas été autorisée en dehors des simulations de jeux de guerre depuis un demi-siècle. Blocus, exécution Alpha Romeo Delta. Pas une opération de confinement, pas une patrouille de liberté de navigation, un blocus naval complet des ports iraniens, imposé par le groupe d'action de surface le plus meurtrier jamais assemblé dans le golfe Persique. Chaque navire battant pavillon iranien tentant d'entrer ou de sortir sera refoulé, arraisonné si nécessaire, neutralisé en cas de résistance. 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole brut, soustrait aux marchés mondiaux en une seule phrase de code transmise. Nous en sommes au 45e jour de l'opération Epic Fury, la campagne américano-israélienne conjointe qui avait débuté des semaines plus tôt lorsque des frappes aériennes avaient tué le guide suprême iranien Ali Khamenei et démantelé l'infrastructure de commandement de la République islamique. Après l'effondrement d'un cessez-le-feu fragile de 2 semaines et l'échec de négociations de paix à Islamabad, le président Trump avait autorisé une action que toutes les administrations précédentes, républicaines comme démocrates, avaient d'abord considérée comme stratégiquement impensable. Un siège maritime d'une nation souveraine pendant un cessez-le-feu qui reste techniquement en vigueur pour encore 8 jours. La question, cet après-midi-là, n'est pas de savoir si l'Iran va répondre, c'est de savoir quel axe de représailles arrivera en premier, et si les systèmes de gestion de combat Aegis, protégeant le porte-avions, pourront absorber la contre-attaque avant que le Truman lui-même ne devienne une cible flottante, représentant 250 milliards de dollars en matériel et 5000 vies américaines. Le corps des gardiens de la révolution islamique planifie ce scénario exact depuis la première frappe aérienne qui a tué Khamenei 6 semaines plus tôt, et les officiers à bord du Truman le savent. Ils ont 12 minutes pour découvrir à quoi ressemble ce plan. Pour comprendre pourquoi cette confrontation était inévitable, il faut remonter 14 heures en arrière, au cœur de la nuit, lorsque le vice-président J.D. Vance descendit d'un avion de transport exécutif C-32A à la base aérienne de Nur Khan à Islamabad, au Pakistan. Flanqué de l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, et du conseiller principal Jared Kushner, la délégation américaine arrivait en portant ce que Vance décrivit publiquement comme une offre finale et définitive. Le cadre comprenait 15 points, non négociables sur les exigences fondamentales. Le démantèlement complet et vérifiable de l'enrichissement nucléaire iranien, des limites contrôlables sur la production et le déploiement de missiles balistiques, la réouverture inconditionnelle du détroit d'Ormuz à tout le trafic commercial et des restrictions applicables sur les réseaux de proxies du corps des gardiens de la révolution islamique, opérant en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen. C'était la première négociation américano-iranienne en personne depuis les pourparlers du plan d'action global commun, les contacts diplomatiques de plus haut niveau depuis la révolution de 1979. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf examinèrent le cadre pendant 9 heures consécutives à l'intérieur d'une aile sécurisée du complexe du ministère pakistanais des Affaires étrangères. Puis ils le rejetèrent. Ce soir-là, Vance embarqua dans son aéronef et repartit sans cérémonie. Sa déclaration au corps de presse qui attendait sur le tarmac tenait en 3 phrases, prononcées sur un ton qui ne laissait place à aucune ambiguïté. La porte n'est pas fermée. Nous repartons avec une proposition claire, une méthode de compréhension qui représente notre offre finale et définitive. Nous verrons si les Iraniens l'acceptent. Pour le président Trump, 9 heures de négociations suivies d'un rejet catégorique n'étaient pas de la patience, c'était de la faiblesse. Et dans les heures qui suivirent, l'ordre de blocus fut rédigé, puis signé, puis exécuté par la 5e flotte, opérant sous contrôle total des émissions au sud du détroit. Le corps des gardiens de la révolution islamique avait surveillé chaque minute du départ de Vance à travers ses réseaux de renseignement. Et il disposait d'un plan de contingence qui avait été répété en simulation et lors d'exercices de tir réels pendant 6 semaines consécutives. Les Américains étaient sur le point de découvrir à quel point ce plan avait été soigneusement préparé. Quelques minutes seulement après l'exécution du blocus, l'aéronef de détection précoce 2D Hawkeye, patrouillant à 7600 mètres d'altitude au-dessus du golfe d'Oman,
transmit une alerte d'urgence sur le réseau de données tactiques Link 16. Le système radar AN/S PIG 6AESA à bord du USS Roosevelt, un destroyer à missiles guidés opérant sur le flanc et de l'écran du porte-avions, avait simultanément détecté une massive signature d'émissions électromagnétiques coordonnées se déployant sur 340 km du littoral iranien, s'étendant de Bandar Abbas jusqu'au complexe naval de Kish et Melen. Des unités mobiles de lanceurs érecteurs du corps aérospatial des gardiens de la révolution islamique, des plateformes d'artillerie à longue portée WS, 2D de fabrication chinoise et des batteries de missiles anti-navires Nord d'ingénierie domestique pivotaient de la configuration de transit vers l'élévation de tir. Ce n'était pas une reconnaissance, ce n'était pas une posture. C'était une séquence de lancement massif préparée. Quelques instants plus tard, le renseignement de signaux interceptés par un aéronef de reconnaissance air C-135V Rivet Joint en orbite à 12 000 mètres d'altitude au nord de la côte omanaise capta des communications chiffrées de la marine iranienne, ordonnant à tous les sous-marins côtiers de classe Gadir de plonger en urgence et de se diriger vers des coordonnées d'embuscade le long de la voie d'approche nord du détroit. Ces submersibles, des sous-marins diesel électriques déplaçant seulement 120 tonnes et transportant des torpilles lourdes, sont spécifiquement conçus pour chasser dans les eaux peu profondes, riches en thermocline, où le sonar lourd américain est le moins performant. Minute après minute, la situation se précisait. Un aéronef de patrouille anti-sous-marine P-8 Poséidon signala un contact acoustique. 3 signatures de propulsion basse, fréquences distinctes, compatibles avec des moteurs diesel Gadir, toutes se déplaçant à une vitesse estimée de 8 nœuds sur un cap de convergence directe avec le groupe de frappe. En moins de 5 minutes, la situation était passée de l'application du blocus à une embuscade multidomaine coordonnée et les officiers à bord du Truman faisaient face à une décision qui serait analysée dans les écoles de guerre pendant les 50 prochaines années. Si vous étiez le commandant d'un porte-avions à propulsion nucléaire avec 3 sous-marins ennemis se rapprochant à 8 nœuds, 340 km de batterie de missiles actives s'allumant à l'horizon radar et un cessez-le-feu techniquement encore en vigueur pour 8 jours, qu'autoriseriez-vous? Un seul mot, engager ou tenir, laissez votre réponse dans les commentaires. Peu après, le système de combat Aegis Baseline 10 à bord du destroyer à missiles guidés USS Gravely calcula automatiquement des solutions de tir contre 47 contacts radars discrets classifiés comme menaces missiles. Mais la doctrine de guerre électronique iranienne, développée avec l'assistance des ingénieurs du système de brouillage russe Krasuka 4, inondait simultanément le spectre radar en bande S avec des interférences de barrage haute énergie générant des pistes fantômes, de fausses signatures de lancement et des hallucinations numériques spécifiquement conçues pour épuiser le chargeur du système de lancement vertical avant que le vrai tir de salve n'arrive. La capacité de poursuite par missile du système Aegis, un mode qui permet au système de distinguer les vraies menaces des leurs électroniques, reconnut le schéma de brouillage en 11 secondes et passa automatiquement en mode de discrimination large bande passive, utilisant l'analyse du décalage Doppler plutôt que la réflexion radar primaire pour filtrer les signaux fantômes des menaces réelles entrantes. Le système identifia alors 12 trajectoires confirmées de missiles anti-navires, nord, chacun volant en profil rasant à Mach 0,9, à 8 mètres au-dessus de la hauteur des vagues, programmés pour rester sous l'horizon radar jusqu'à la phase d'engagement terminal. Temps d'impact sur l'écran du porte-avions, 4 minutes et 17 secondes. Au même moment, une transmission à très basse fréquence fut envoyée au sous-marin nucléaire d'attaque de classe Virginia USS Washington en patrouille à 200 mètres de profondeur sous la couche thermocline. Le sonar remorqué du Washington suivait les 3 contacts Gadir depuis 38 minutes et avait déjà élaboré des solutions de tir sur chacun. Le commandant du sous-marin reçut un seul code d'exécution. Cormoran. 2 torpilles lourdes, Mark 48 ADCAP, furent lancées depuis les tubes 1 et 2, programmés pour une détonation de proximité de précision conçue pour neutraliser plutôt que couler les navires de 120 tonnes. Priver les sous-marins ennemis de leur capacité de lancement de torpilles, sans offrir le cadeau de propagande de coques coulées et de marins noyés, une gestion délibérée de l'escalade, même au milieu d'un engagement de missiles.
le système de missiles Sparrow évolué du USS Gravely et les missiles standards SM-2 Block 3B s'embrasèrent depuis leur cellule de lancement verticale Mark 41 dans une salve roulante de 12 tirs remplissant le ciel au-dessus du golfe d'Oman de missiles intercepteurs supersoniques voyageant à Mach 3,5. Simultanément, les systèmes d'armes rapprochés Phalanx, Bloc 1B, montés sur les 4 destroyers de l'écran du porte-avions, se mirent en rotation à 4500 coups par minute, créant des murs entrecroisés de pénétrateurs en tungstène de 20 mm contre tout missile de croisière ayant survécu à la couche d'interception extérieure. Quelques secondes plus tard, 2 aéronefs de guerre électroniques EA-18G Growler décollèrent du pont d'envol du Truman en emportant des pods de brouillage de nouvelle génération à mi-bande. Leur mission n'était pas un brouillage global, c'était chirurgical. Les Growlers montèrent à 5400 mètres et activèrent des faisceaux hyperfréquences concentrés à haute puissance, ciblant les 3 bouées relais de communication des sous-marins Gadir, détectés en remorque derrière les contacts submergés. En 6 secondes, les circuits relais fondirent. Les commandants de sous-marins iraniens perdirent leur communication de liaison montante avec leurs batteries côtières, incapables de recevoir des coordonnées de ciblage mises à jour, incapables de confirmer les autorisations de lancement, opérant uniquement sur des instructions préprogrammées. Mais l'Iran avait anticipé la couche de suppression, et il disposait d'une solution de secours qui ne nécessitait aucune électronique. 16 embarcations d'assaut rapide de classe Seraj, un du corps des gardiens de la révolution islamique, jaillirent de 3 complexes de quais camouflés le long du littoral nord de l'île de Keshm, poussant à 42 nœuds sur des caps d'interception directs dans le détroit. Ce n'étaient pas des plateformes conçues pour remporter un engagement de flotte. C'étaient des vaisseaux du martyr, des plateformes à guidage optique de type tir et oubli, conçues pour contourner toute l'architecture électronique Aegis en retirant complètement l'électronique de la chaîne de mise à mort. Des yeux humains, des coques de fer, un verrouillage optique de missiles. Le groupe de frappe gérait désormais simultanément un engagement anti-missile de croisière avec 7 des 12 missiles Nour entrants interceptés et 5 encore en approche, un engagement anti-sous-marin avec des torpilles Mark 48 inbound sur 3 contacts Gadir et un engagement de menace de surface contre 16 embarcations rapides entrant dans l'enveloppe d'engagement. Et surtout, un point de décision stratégique qui serait disséqué à la Maison-Blanche, au Conseil de sécurité des Nations Unies et dans les tribunaux internationaux pendant des années. Chaque arme tirée, chaque navire endommagé, chaque victime, tout cela enregistré sous les règles opérationnelles d'engagement pendant qu'un cessez-le-feu était techniquement encore actif pour 8 jours supplémentaires. Puis le système d'armes rapproché du Gravely détruisit un missile de croisière nord à 310 mètres du flanc tribord du porte-avions. La tête explosive détonna en plein air, faisant pleuvoir des éclats sur le pont du destroyer. 7 marins blessés, aucun dommage pénétrant sur la coque. Le navire resta opérationnel. Mais le 12e missile Noor ne ciblait pas l'écran du porte-avions. Son autodirecteur de guidage terminal s'était verrouillé sur une signature radar différente, le transpondeur du système d'identification automatique d'un superpétrolier battant pavillon panaméen, le MV Pacific Horizon, transportant 2 100 000 barils de pétrole brut saoudien, stationnaire à 7 milles nautiques, à l'arrière de la formation du porte-avions, après avoir reçu l'ordre de se mettre en panne dans le cadre du protocole d'application du blocus. L'autodirecteur du Nord avait trouvé la plus grande section efficace radar disponible, et le missile percuta le navire par le milieu. L'explosion était visible depuis le pont d'envol du Truman, un panache de feu et de fumée noire s'élevant à 90 mètres dans les airs au-dessus du golfe. 13 minutes et 11 secondes après l'entrée en vigueur du blocus, le président Trump reçut le premier rapport de perte dans la salle de crise. 7 marins de la marine américaine blessés, un superpétrolier civil touché et en flammes, 3 sous-marins iraniens Gadir remontant en surface sous contrainte après que des détonations de proximité de torpilles Mark 48 eurent rompu leur ballast. Et 16 embarcations rapides du corps des gardiens de la révolution islamique en retraite sous le feu concentré de la patrouille aérienne de combat de FA-18F, Super Hornet du porte-avions, qui était descendu à 150 mètres d'altitude et avait systématiquement neutralisé leur système de propulsion avec des missiles AGM, 65 Maverick,
mettant les équipages hors de combat sans les tuer. Une retenue militaire délibérée, soigneusement calculée pour le récit diplomatique qui suivrait dans les 48 heures. Quelques heures plus tard, des médiateurs du Pakistan, d'Égypte et de Turquie transmettaient des cadres de désescalade d'urgence à Washington et à Téhéran. Le cessez-le-feu tenait par un fil, mais les deux parties avaient désormais tiré. Les deux parties avaient du personnel blessé, et 2 100 000 barils de pétrole brut saoudien se répandaient à la surface du détroit d'Ormuz dans une nappe enflammée que les marchés pétroliers n'avaient pas encore pleinement intégrée. Les contrats à terme sur le Brent bondirent de 11% dans les échanges après les heures normales dans les 90 minutes suivant la diffusion des premières images sur les réseaux financiers. Les primes d'assurance pour les transits de pétroliers dans le Golfe augmentèrent de 400% avant l'ouverture des marchés new-yorkais le lendemain matin. 23 superpétroliers en route vers le détroit dévièrent vers des itinéraires alternatifs contournant le cap de Bonne-Espérance, ajoutant 14 jours et 3 millions de dollars par voyage en coût d'exploitation. La chaîne d'approvisionnement pétrolière mondiale, déjà tendue par des réductions de production et des goulots d'étranglement dans les raffineries, absorbait un choc pour lequel elle ne disposait d'aucune marge. Et de l'autre côté du monde, à l'heure exacte où le Truman absorbait des éclats au-dessus du Golfe, le ministère russe de la Défense annonçait le contrôle opérationnel complet de la région de Lougansk dans l'est de l'Ukraine. La quatrième annonce de ce type en 6 semaines, chacune contestée par Kiev. Au cours des 24 heures précédentes, la Russie avait lancé 7 702 drones kamikazes, conduit 107 engagements de combat distincts sur toute la ligne de front et poussé des forces d'assaut dans les rues de la ville de Kupiansk. La proposition de trêve de Pâques de Zelensky avait été rejetée catégoriquement. Des drones russes avaient frappé Odessa le dimanche de Pâques orthodoxe, tuant des enfants dans les rues, et l'Ukraine avait répondu en détruisant 59 systèmes d'artillerie russes en 24 heures et en lançant 115 frappes de drones à moyenne portée au cours du mois précédent, en hausse par rapport à 41 lors des premières semaines de l'hiver. Une guerre entrant dans sa 6e année sans plafond en vue, sans cadre diplomatique capable de combler le fossé entre les deux parties et sans indication que Moscou ou Kiev étaient prêts à accepter quoi que ce soit de moins que la victoire stratégique totale. 2 guerres simultanées, 2 spirales d'escalade, une fenêtre diplomatique se refermant rapidement. Le monde en ce printemps ne se tient pas au bord d'un précipice, il est déjà en chute libre. Et la question n'est pas de savoir si quelqu'un tendra la main vers le parachute. C'est de savoir s'il le trouvera avant l'impact. Que croyez-vous qu'il se passera avant l'expiration du cessez-le-feu dans 8 jours? L'Iran acceptera-t-il l'offre finale américaine ou le détroit d'Ormuz deviendra-t-il l'acte d'ouverture de quelque chose de bien plus grand que ce que quiconque à Washington ou à Téhéran est prêt à survivre? Laissez votre analyse stratégique dans les commentaires et si vous pensez que le monde doit comprendre exactement ce qui se passe dans ces eaux en ce moment, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, parce que les prochaines 72 heures définiront la prochaine décennie. Le Truman est toujours en position. Les missiles sont toujours chargés. Et quelque part sous la thermocline, 3 sous-marins Gadir remontés en surface sont escortés vers Bandar Abbas, portant avec eux la preuve terrifiante que le premier mouvement de ce blocus n'était pas le dernier. L'horloge tourne encore.